Bonjour à tous, je vous retrouve pour la correction du contrôle de français. Je vous propose une correction en vidéo qui vous permettra de faire pause pour prendre la correction et puis éventuellement revoir un passage où vous avez rencontré plus de difficultés. Et de notre côté, ça vous permettra de passer un peu plus vite sur les exercices où vous avez eu le maximum de points. On commence par le premier exercice qui vous demande de délimiter entre crochets les propositions, de préciser si elles sont juxtaposées, coordonnées ou subordonnées, et en dernier lieu d'indiquer l'élément qui vous a permis de répondre. Lorsque vous êtes confronté à ce genre d'exercice, la première chose à faire, ça va être déjà de repérer les verbes conjugués. Dans la première phrase, le coureur s'accroupit, positionne ses mains sur le sol, relève la tête. On peut relever 3 verbes conjugués. S'accroupit, positionne et relève. On a 3 verbes conjugués, on a par conséquent 3 propositions dans cette phrase. On va les indiquer. La première, elle est ici. Le coureur s'accroupit, positionne ses mains sur le sol et relève la tête. À chaque fois, vous allez avoir des virgules. Alors là, on ne les voit plus très bien. On en a une ici et une ici. Ça veut dire simplement que les propositions sont juxtaposées. Phrase numéro 2. Les équipes s'affrontent du regard et entrent sur le terrain car l'arbitre va siffler le coup d'envoi. 3 verbes conjugués s'affrontent, entrent et va. On ne compte pas siffler, c'est un verbe à l'infinitif, vous ne devez pas le prendre en compte dans votre calcul, enfin même si vous ne calculez rien, mais dans votre relevé, si vous préférez. Et on va délimiter des propositions de cette façon. Et je vais vous surligner, ce coup-ci je vais pouvoir le faire parce que ce sont des mots, c'est plus facile à surligner, les éléments qui séparent les propositions. Vous voyez qu'elles sont séparées par des conjonctions de coordination. On peut dire que ce sont des propositions coordonnées. Troisième phrase, un peu plus complexe. La gymnaste qui achève son saut périlleux sourit aux spectateurs et au jury. Premier verbe conjugué ici, deuxième verbe conjugué là. On voit bien que dans ce segment de phrase, il n'y a pas de verbe conjugué. Alors il y en a certains qui ont relevé une proposition ici. Si vous n'avez pas de verbe conjugué, c'est qu'il n'y a pas de proposition à cet endroit-là. En revanche, on en a une qui est ici, qui achève son saut périlleux. Ici, c'est une proposition subordonnée, hein, donc c'est même une subordonnée relative, mais là on ne vous demande pas de le dire. Donc on a une proposition qui est subordonnée et ailleurs là, hop, la gymnaste sourit aux spectateurs et aux jury, c'était la proposition principale. Donc vous remarquez dans la construction de cette phrase que vous avez ici une proposition qui est placée au milieu d'une autre, on dit qu'elle est enchâssée. Et on va souligner l'élément qui a permis de répondre. On a ici un pronom relatif. C'est pour cette raison qu'on a une proposition subordonnée. La précision avec laquelle il manie son épée est remarquable. Même chose, ici on a deux verbes conjugués, manie et. On va pouvoir identifier une première proposition qui est ici, la précision et une autre là. Vous avez une principale en début qui commence là, la précision est remarquable, proposition principale, et au milieu vous en avez une autre qui se glisse, avec laquelle il manie son épée, qui est une proposition subordonnée là aussi, et elle est introduite grâce au pronom relatif laquelle. Dernière phrase. Il avait été acclamé lors de son entrée sur le court, mais il jeta sa raquette à la fin d'un match qu'il avait humilié. Plusieurs verbes conjugués ici avaient été acclamés.
jeta, avait humilié, vous relevez 3 verbes. On va commencer à délimiter la première proposition. Il avait été acclamé lors de son entrée sur le court, mais il jeta sa raquette à la fin d'un match, et ce match, qui l'avait humilié. On reconnaît la conjonction de coordination. Alors on peut dire que ces deux propositions, la première et la deuxième, sont coordonnées. Ici, on pourra relever le pronom relatif qui, ce qui fait que les deux propositions suivantes sont subordonnées, elles sont reliées par subordination. Voilà, donc la proposition 1 et 2 sont coordonnées, la proposition 2 et 3 sont subordonnées. Enfin, sont reliées par subordination. Exercice numéro 2, relever les propositions subordonnées relatives qui complètent les antécédents en gras. Ces propositions subordonnées relatives, elles sont là pour donner des informations sur le mot qui a été mis en gras. Je vous les relève, donc il y en avait 5 à relever. Pour ce mot, le nom village, on avait 2 propositions dont on m'avait tant parlé et que j'ai été pressée de parcourir. On relève 2 propositions qui le précisent. Exercice 3, il fallait indiquer pour chaque phrase si les groupes de mots en gras constituaient une proposition subordonnée relative ou bien une proposition subordonnée complétive. Il fallait justifier les réponses. Et on vous demandait aussi à la fin comment aviez-vous fait pour distinguer les complétifs des relatives. Alors soit vous pouviez faire une justification pour chaque phrase ou bien de manière générale à la fin en expliquant que pour les relatives vous les reconnaissiez à tel ou tel indice et même chose pour les complétives. Première phrase, le peintre qui joue les équilibristes sur ses échafaudages remet à neuf la façade d'un vieil immeuble. Vous avez ici une proposition qu'on va pouvoir supprimer, par exemple, ce qui vous donnerait « Le peintre remet à neuf la façade d'un vieil immeuble », avec une phrase qui va garder du sens. La proposition qui est ici permet simplement d'apporter des précisions sur le peintre. On apprend qu'il joue les équilibristes sur les échafaudages. Ça vous permet d'en savoir plus sur le peintre, d'avoir des informations. C'est une proposition subordonnée relative qui est introduite par le pronom relatif qui reprend, qui a pour antécédent le nom peintre. Il renvoie à ce nom. Donc on peut parler de proposition subordonnée relative. Il imagine que les couleurs de l'arc-en-ciel égaieront les rues grises du quartier. Il imagine quoi? Que les couleurs de l'arc-en-ciel égaieront les rues grises du quartier. Là, on n'est pas du tout dans le même contexte. Que n'est pas un pronom relatif qui reprendrait un nom. C'est simplement une conjonction de subordination qui va introduire cette proposition subordonnée complétive. Cette proposition, qui est en gras, elle complète le nom imagine. Le verbe imagine, donc là c'est assez différent du premier cas, on va parler de complétive. Troisième phrase, les habitants de l'immeuble que le peintre salue à travers les fenêtres sont contents de voir leur immeuble sous un nouveau jour. On peut supprimer la proposition qui est ici. Les habitants de l'immeuble sont contents de voir leur immeuble sous un nouveau jour. La phrase conserve un sens. Cette proposition, elle est simplement là pour préciser le nom habitant. Elle renvoie à un nom, elle reprend un nom. C'est ce qu'on va appeler une proposition subordonnée relative. Tous attendent avec impatience que les travaux se terminent.
Ils attendent quoi? Que les travaux se terminent. On est encore dans le cas de la complétive. Comment distinguer complétive et relative? Simplement en s'intéressant aux mots que complète la proposition. Quand, dans le cas du numéro 1 ou du numéro 3, vous voyez que ça va compléter un nom. On va parler de relative. On peut dire aussi que la proposition subordonnée relative, on peut la supprimer. C'est un deuxième indice. On voit aussi elle débute toujours par un pronom relatif qui reprend un nom ou un pronom, ce qui était le cas ici avec que qui reprenait le groupe de noms les habitants de l'immeuble. Et ensuite, qui joue les équilibristes, qui va reprendre le nom peintre. La complétive, elle va compléter un verbe. Ici, c'était le verbe attendre et là, le verbe imagine. On ne peut pas non plus la supprimer. Le sens de la phrase, il va être vraiment modifié. Exercice 4, c'est le même concept que pour l'exercice 3, mais avec une difficulté supplémentaire qui vient du fait que ce coup-ci, je ne vous indiquais pas en gras les propositions. Alors il fallait que vous les trouviez vous-même. Je ne vais pas utiliser les crochets, je vais surligner, ça va être plus simple avec l'ordi. Je ne sais pas à quelle heure il sera là. On a une proposition principale qui est ici, je ne sais pas. Et la subordonnée, pardon, elle est ici. Hein. À quelle heure il sera là? Si vous prenez la phrase, vous voyez bien qu'on pose une question. Je ne sais pas. À quelle heure sera-t-il là? Donc si on le met à la forme directe, vous avez vraiment une question. On va parler d'interrogative indirecte. Je lui avais pourtant bien demandé s'il pouvait se libérer. Je lui avais pourtant bien demandé s'il pouvait se libérer. On peut le mettre à la forme directe. Je lui avais pourtant bien demandé, pouvait-il se libérer? Donc c'est aussi une interrogative indirecte. Je ne crois pas qu'il puisse avoir oublié notre rendez-vous. Je ne crois pas qu'il puisse avoir oublié notre rendez-vous. Vous avez la proposition qui va commencer par la conjonction de subordination que, hein, qui était l'idée parce qu'on est devant une voyelle avec il, hein, qu'il. C'est une complétive. Vous ne posez pas de questions ici, voilà, c'est simplement, ça complète le je ne crois pas quoi, qu'il puisse avoir oublié notre rendez-vous, ça a une fonction de COD. Que sa présence soit obligatoire est évident. Là, il y avait un petit piège parce que la principale était à la fin. Il est évident que sa présence soit obligatoire. Là encore, pas de question, c'était une complétive. Et les dernières étaient aussi des complétives. Tous les grands patrons s'attendent à ce qu'ils viennent ce soir. Je pense que tu ne travailles pas suffisamment. À chaque fois, vous voyez, il y a la conjonction de subordination. Comment distinguer les complétives et les interrogatives indirectes? Là encore, ça va être assez simple. La complétive, vous aviez déjà expliqué comment la reconnaître dans le précédent exercice. L'interrogative indirecte, on la reconnaît au fait on pose une question tout simplement. Donc vous pouvez le mettre à la forme directe et poser la question telle que vous la diriez à l'oral. Exercice 5, entourer la conjonction de subordination et préciser la relation qu'elle met en évidence, cause, conséquence, but, temps, concession, condition. Bon, il y avait plusieurs choses, je vais le faire devant vous. Je tiens simplement à rappeler, puisqu'il y en a certains qui ont fait l'erreur, c'est que, par exemple, pour la phrase numéro 2, j'ai fait du tri pour qu'elle puisse s'installer. Il y en a qui n'ont relevé que pour. Pour, en soi, c'est pas une conjonction de subordination. La conjonction de subordination, on l'a à partir du moment où on a le que, hein, pour que. Alors si vous n'avez pas tout relevé, vous ne pouviez pas avoir juste.
Voilà, je vous indiquais toutes les réponses. Vous pouvez retrouver la liste des diverses locutions qui étaient présentes dans cet exercice dans le tableau que je vous avais distribué en classe. Et voilà, vous pouvez faire pause sur l'écran pour pouvoir noter les réponses. On passe à l'exercice 6. Il s'agissait de distinguer cause et conséquence. Vous aviez à chaque fois deux phrases. Alors l'astuce que je vous avais donnée en classe et que je vous redonne aujourd'hui, elle est assez simple. Il faut vous demander ce qui arrive en premier. On va prendre la première phrase. Elle a attendu le retour de sa mère, assise sur les marches de l'entrée. Ses clés avaient disparu de son sac. Donc qu'est-ce qui arrive en premier? Est-ce que c'est le fait qu'elle attend sur les marches dehors le retour de sa mère, ou bien le fait que les clés ont disparu du sac? Donc ce qui arrive en premier, c'est-à-dire ce qui est la cause, c'est le fait que les clés ont disparu du sac. Parce que si elle avait les clés, elle n'aurait pas besoin d'attendre sa mère. Donc voilà, c'est un peu, voilà, il faut vous demander ce qui arrive en premier. Il a oublié de brancher son réveil, il va rater le bus. Qu'est-ce qui arrive en premier? Simplement le fait qu'il a oublié de brancher le réveil. S'il avait branché le réveil, il se lève à l'heure et puis il ne rate pas le bus. Au menu ce soir, thon à la tomate. Le frigo est vide. Pourquoi est-ce qu'on va faire du thon à la tomate? Parce que le frigo est vide. C'est bien la cause. Question 4. Mon frère est resté très longtemps sous la douche. Je risque de prendre une douche froide. La douche froide, eh bien, c'est simplement la conséquence du fait que le frère est resté trop longtemps sous la douche. Ça, c'était pour la cause. Il n'est pas difficile d'identifier la conséquence. La conséquence, c'est les autres phrases. C'est ce qui arrive en deuxième temps. Une fois que la première chose s'est produite, on a la conséquence qui arrive. Voilà pour cet exercice 6. Et on passe au dernier exercice qui était un peu plus difficile, un peu plus complexe. Là, vous étiez vraiment un peu livré à vous-même avec vos connaissances, avec des phrases et aucune indication. Il fallait trouver la proposition principale, les subordonnées, et ensuite donner la classe grammaticale de chaque proposition subordonnée. Et une dernière chose à faire, c'était pour les circonstancielles, il fallait aussi indiquer la circonstance exprimée. Je vais surligner pour cette fois-ci les propositions principales et puis peut-être les subordonnées, bon, à voir. Donc j'avais dit plutôt avec des crochets, donc je vais le faire avec des crochets. Donnez-lui enfin la réponse qui l'attend. Première étape, on cherche les verbes conjugués. Vous en avez un ici, vous en avez un là. Deux verbes, deux propositions. Donnez-lui enfin la réponse, proposition principale, qui l'attend, proposition subordonnée. Qu'est-ce que c'est comme type de subordonnée? Ça va être une proposition subordonnée relative. Proposition subordonnée relative. Si vous regardez le mot qu'il, il va renvoyer au nom réponse. Voilà. Phrase numéro 2, si tu le souhaites, premier verbe, tu peux m'accompagner en ville afin que nous achetions nos cadeaux Noël. On remarque 3 verbes conjugués, on aura par conséquent 3 propositions. Première proposition ici, si tu le souhaites. Tu peux m'accompagner en ville afin que nous achetions nos cadeaux de Noël. Où est la principale? Elle va être là, la principale, parce que ça va être un fragment de phrase qui a du sens tout seul. Tu peux m'accompagner en ville. Donc là, c'est la principale. Là. Tu peux m'accompagner en ville. Proposition principale. Maintenant, si on regarde les autres, qu'est-ce qu'on va remarquer?
on va remarquer que vous avez si qui commence. Et afin que. Si vous regardez ce mot ici, c'est une conjonction de subordination qui va indiquer la condition. C'est une proposition subordonnée circonstancielle. Qu'est-ce qu'elle exprime comme circonstance? C'est la condition. Donc complément circonstanciel de condition. Voilà. Là, quand je fais ça, je traite en fait la dernière question quand on vous demande quelle est la circonstance exprimée. Ici, afin que nous achetions nos cadeaux de Noël, ça va exprimer aussi une circonstance. Ici, ça va être le but. On pouvait remplacer afin que par pour. Crois-tu qu'il m'accompagnera en ville? Un verbe conjugué, deux verbes conjugués, deux propositions. Crois-tu? Proposition principale. Qu'il m'accompagnera en ville, c'est une proposition subordonnée. Ici, elle va compléter le verbe croire. C'est une proposition subordonnée. Complétive. Qui a pour fonction d'être COD du verbe croire. Tu crois quoi? Qu'il m'accompagnera en ville. La ville où j'habite n'est pas très grande. Même cas de figure que dans le premier exercice, on a un verbe conjugué ici, un autre qui est là. On peut repérer ici une proposition subordonnée relative. La ville où il habite n'est pas très grande. La principale, elle est vraiment à l'extérieur. C'est une proposition subordonnée relative où va renvoyer à la ville. Ça renvoie à un nom. Je vous surligne encore une fois la principale. N'est pas très grande. Et on a aussi la ville ici. Donc vous voyez, on a la principale là, et au milieu, on a une subordonnée relative qui est enchâssée. Mon frère souhaiterait que je lui fasse visiter cette ville qui est réputée pour son vieux quartier historique. Un verbe conjugué, deux verbes, trois verbes. On va identifier, matérialiser par des crochets les différentes propositions. Mon frère souhaiterait que je lui fasse, donc souhaiterait, on va s'arrêter là. Que je lui fasse découvrir cette ville. Qui est réputé pour son vieux quartier historique. La principale, elle est là. Mon frère souhaiterait. Il souhaiterait quoi? Que je lui fasse découvrir cette ville. C'est une complétive. Qui est réputé pour son vieux quartier historique. Là, ça va être une relative parce que le pronom relatif qui renvoie au nom ville. Il reprend cette ville qui est réputée. Qui c'est qui est réputée? C'est la ville. Cette ville est réputée pour son vieux quartier historique. Phrase numéro 6, il me demande si je suis d'accord pour l'accompagner. Il me demande. Principal. Si je suis d'accord, là ce n'est pas un si qui va exprimer la condition. Là vous êtes dans le cas d'une interrogative indirecte. Il me demande, es-tu d'accord pour m'accompagner? Vous voyez, donc c'est... Bon, on va marquer interrogative indirecte pour aller un peu plus vite. Et la principale, je vous la matérialise ici avec le trait jaune pour que là, vous la voyez bien. Dernière phrase, Maria a bien révisé pour ses examens cette semaine, si bien qu'elle peut se détendre ce week-end. On a deux verbes, à réviser et peut. On a une première proposition qui commence ici. Maria a bien révisé pour ses examens cette semaine. On l'arrête là.
si bien que elle peut se détendre ce week-end. La principale, elle est au début. Maria a bien révisé pour ses examens cette semaine. Et ensuite, vous remarquez le si bien que, qui ressemble un petit peu à ce que vous avez fait dans l'exercice numéro 4, je crois, en repérant les conjonctions. Si bien que va exprimer la conséquence, ce qui fait que c'est une proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. Et vous avez fait l'exercice en entier pour ce numéro 7. Alors pas de difficulté particulière, il faut vraiment être rigoureux, chercher les verbes conjugués. Une fois qu'on a ce nombre de verbes conjugués, on sait combien il y a de propositions. Vous essayez de les délimiter en vous aidant parfois de la ponctuation, mais surtout dans ce genre de phrase, des pronoms relatifs ou bien des conjonctions de subordination. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à identifier la nature. Alors si vous avez une proposition qui complète un nom ou un pronom, c'est une relative. Si ça va compléter un verbe conjugué, ça va être une complétive. Et lorsque ça va exprimer une circonstance, le temps, la conséquence, la cause, le but, ça va être une circonstancielle et vous n'avez plus qu'à indiquer si c'est but, conséquence, etc. J'espère que cette correction vous a intéressé, qu'elle vous a permis de comprendre vos erreurs et surtout de les corriger. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous retrouve bientôt en classe.